parlons chiffres. 1 million d'euros, c'est une somme astronomique, un montant qui en fait rêver plus d'un. Mais il y a encore plus grand. Représentons 1 million par 1x. Voilà 10 millions d'euros, voilà 100 millions d'euros, et voilà 1 milliard d'euros. Mais est-ce que vous connaissez la fortune estimée du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos? Elle est de 220 milliards de dollars. Une somme totalement inconcevable. Selon l'INSEE, le salaire médian français annuel est de 22 000 euros. À ton avis, combien faut-il d'années aux Français moyens pour accumuler la fortune de Jeff Bezos en épargnant 100% de son salaire? Il faut aux Français moyens, non pas 100 ans, ni même 1000 ou 10 000 ans, mais 9 millions d'années. Et pendant ce temps, il y a toi. Tu te dis peut-être, si seulement j'avais plus d'argent, tu pourrais enfin réaliser tes rêves, lancer ce projet qui t'inspire, faire ce tour du monde ou ce voyage, t'offrir cette maison, payer des études à tes enfants, faire cette formation avec une source de liberté. Et s'il existait un moyen? Et s'il existait une équation de la richesse? Une équation qui, si tu la comprends, peut te permettre de changer ta destinée financière. Let me tell you something. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. I want you to deal with your problems by becoming rich. T'as envie de l'argent? Peut-être que c'est pas l'argent qu'il s'agit de chercher. Souvent, t'as dû entendre des gens dire ça. Mais comment ces joueurs de football sont si bien payés? Alors que tu vois des infirmières, des infirmiers, des professeurs, des personnes qui mettent leur cœur et leur âme pour créer de la valeur pour d'autres personnes et pour autant, ils sont pas bien payés. Le truc, c'est que le marché, il a pas d'émotion. Si les gens voient de la valeur dans le football, alors ils vont avoir envie de dépenser de l'argent dans des matchs, dans des produits dérivés. Si beaucoup de personnes mettent de la valeur sur le football, et s'il y a des millions de personnes pour qui c'est le cas, ta récompense financière n'est pas corrélée avec l'effort que tu as fourni pour gagner de l'argent, mais elle est corrélée avec le nombre de personnes qui voient de la valeur dans ce que tu fais. Quand, par exemple, tu es un super professeur, au mieux, tu vas avoir, si tu as 5 classes de 30 personnes, 150 personnes qui mettent de la valeur sur ce que tu fais. Mais quand tu es Mbappé, tu peux avoir 100 millions de personnes qui mettent de la valeur sur ce que tu fais. À ton avis, qui travaille le plus dur entre un boulanger qui se lève à 3 h du matin pour créer un très bon pain et un développeur informatique? La difficulté, si on ne veut pas rentrer dans un débat, elle est potentiellement la même. Mais le salaire d'un excellent développeur va être bien supérieur à un boulanger. Pourquoi? Non pas parce que la vie récompense l'effort, la vie récompense la valeur. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important à comprendre. Au lieu de courir vers l'argent, au lieu de courir vers t'enrichir, le but, c'est de te demander comment j'augmente la valeur que je peux apporter aux autres et au marché. Et régulièrement, j'entends des personnes me dire « mais je comprends pas, c'est dégueulasse, comment ça se fait qu'un McDonald's gagne beaucoup d'argent alors qu'ils détruisent le monde ?» Mais en fait, c'est plus subtil et complexe que ça. La vie ne récompense pas l'éthique. Le marché ne récompense pas l'éthique. Le marché ne récompense ni le bien ni le mal. Le marché récompense un seul truc. Est-ce que des gens perçoivent qu'ils reçoivent de la valeur? S'il y a des gens pour qui le rêve, c'est de pouvoir tuer des personnes, alors les armes, les chars, les avions de chasse ont de la valeur. Le marché ne récompense pas tes émotions, ton romantisme, de ce que tu considères bien ou mal. Le marché récompense simplement les gens qui résolvent les problèmes des gens. Si tu veux de l'argent, il s'agit d'arrêter de courir vers l'argent. Si tu veux de l'argent, tu veux résoudre des problèmes. Je t'invite à prendre le temps d'intégrer cette phrase. Si je veux de l'argent, je veux résoudre des problèmes. Le marché ne récompense ni les entreprises ni les salariés qui sont pleins de bonne volonté. Le marché récompense uniquement les entreprises et les individus qui sont en capacité de résoudre mieux les problèmes que les autres. Donc si tu résous un problème, tu vas recevoir de l'argent. Si tu résous un problème à 1 million, la solution elle te rapportera 1 million et plus.
Si tu résous un problème à 1 milliard, la solution te rapportera 1 milliard et plus. T'as deux choix. Soit tu résous un gros problème pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Si je m'adresse à des personnes qui sont milliardaires et qui ont un enjeu de survie, psychologique, physiologique, relationnel, eh ben ils vont être prêts à investir beaucoup de leur patrimoine pour protéger ce qui est le plus important. Donc soit je sers très peu de personnes de manière exceptionnellement bien sur un gros problème pour eux, soit je résous un vrai problème pour beaucoup de monde. La clé donc, c'est que tu passes ton temps à regarder autour de toi pour identifier des problèmes importants et créer des solutions innovantes. En résolvant ces problèmes, tu vas créer de la valeur et la réussite financière, elle est naturelle. Moi, j'ai pas envie de compter sur la chance, même si j'ai envie d'avoir de la chance. J'ai pas envie de compter sur l'économie, parce que l'économie, je la décide pas. J'ai envie de compter sur des choses qui sont en mon pouvoir, c'est la philosophie stoïcienne. Et donc, en m'obsédant à résoudre des problèmes qui ont de la valeur pour les autres, je rends la réussite financière de Paradox, et la mienne, garantie. Tu veux toujours commencer par un problème. Qu'est-ce que dit le marché? De quoi les gens souffrent? Qu'est-ce que les gens n'aiment pas? Qu'est-ce qui devrait exister selon eux? Qu'est-ce qui les frustre? Est-ce que tu vois la différence? La majorité des gens, ils sont obsédés par quoi? Moi. Je veux m'offrir mes vacances. Je veux m'offrir ma voiture. Je veux gagner de l'argent pour moi. Mais si tu veux gagner de l'argent, il s'agit d'arrêter d'être focalisé sur toi et de focaliser sur les autres. De regarder ce que les autres veulent. D'être obsédé et d'avoir de l'amour pour l'humanité. Pas toute l'humanité, mais d'avoir de l'amour pour une fraction de l'humanité auprès de qui tu vas mettre ton génie pour essayer de rendre leur vie meilleure. Tu vas le faire, non pas comme simplement le boulanger, tu vas essayer de résoudre un problème là où d'autres n'arrivent pas à le résoudre. Parce qu'encore une fois, si tu résous un super problème mais qui est très facile à résoudre pour des centaines de personnes, alors ton service est une commodité. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Tu veux apporter une résolution qui est compliquée pour d'autres, c'est un avantage compétitif que d'autres auraient donc du mal à apporter. Plus le problème il est complexe à résoudre, c'est-à-dire que d'autres n'arrivent pas à le résoudre, plus il va avoir de la valeur sur le marché. C'est à quelle vitesse tu es capable de résoudre le problème. Parce que si par exemple, j'ai envie d'avoir des abdos et j'ai face à moi deux personnes qui peuvent m'aider. L'une peut m'aider à avoir les abdos en 3 semaines, l'autre en 6 mois, pour lequel je vais être prêt à mettre plus d'argent. Celui qui peut m'aider à le faire plus rapidement. Que plus le problème il est complexe, plus tu le résous rapidement, et plus tu es en capacité d'avoir un taux de réussite élevé, plus tu as de la valeur donc dans les yeux du marché. L'équation de la valeur donnée, c'est finalement à quel point tu as un pourcentage du problème qui est résolu, c'est-à-dire je résous 10% du problème, ou 30% du problème, ou 100% du problème. À quel point le problème il fait mal, il est douloureux, et à quel point il est complexe à résoudre. Et en dessous, le temps que je mets à le résoudre. Et vous êtes d'accord que si je résous 100% du problème, d'un problème qui fait extrêmement mal, que peu de personnes arrivent à résoudre, et que je le résous rapidement, la valeur que je donne, elle est énorme. Et si en plus de ça, vous rajoutez à ça de servir des gens qui ont de l'argent, alors la valeur que je vais être capable de recevoir, elle est immense. Dans un de mes films préférés, Maximus demande à Proximo comment je peux obtenir ma liberté. Et est-ce que vous vous rappelez ce que répond Proximo? Proximo lui répond, si tu veux obtenir ta liberté, il faut que tu gagnes la foule. Et Maximus lui répond, je gagnerai la foule. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Je vais leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Au lieu de vous soucier de gagner de l'argent, souciez-vous de l'humanité. Soyez prêts à mettre de la sueur, des larmes, et pas que des larmes de gratitude, des larmes de tristesse. Poursuivez et résolvez un problème qui a du sens pour vous. Et je peux vous assurer que vous gagnerez plus d'argent. Et c'est ça le paradoxe, être prêt à payer un prix pour être payé au prix que l'on souhaite. Donc arrêtez de courir vers les Get Rich Quick et toutes ces vidéos sur internet qui vous promettent de gagner de l'argent sans rien foutre. Ça n'arrivera pas. Je vous ai dit qu'il s'agissait de résoudre des problèmes pour devenir riche, mais c'est pas la seule clé. Une société capitaliste, elle fait que vous êtes payé proportionnellement à la valeur perçue. Et là, il y a un mot que je viens de rajouter dont je vous ai pas parlé jusqu'à maintenant. En fait, la clé, c'est pas la capacité que tu as à résoudre les problèmes. La clé, c'est la capacité que tu as à faire réaliser aux autres
que tu as la capacité à résoudre leurs problèmes. L'argent ne comprend pas l'éthique. L'argent ne comprend pas le bien ou le mal. L'argent n'a qu'un seul maître, la valeur perçue. Et donc, l'équation de l'argent, c'est la valeur donnée fois la valeur perçue. Une fois que j'ai compris qu'il s'agissait de résoudre un problème, mon deuxième jeu, c'est comment je fais pour augmenter la valeur perçue. Il faut comprendre que notre réalité, elle est subjective. On a tous des filtres différents sur le monde. Et donc pour qu'une chose ait de la valeur, il faut que la personne en soit consciente. L'or n'a de la valeur que si j'ai conscience que l'or a de la valeur. Si j'en ai pas conscience, c'est juste un métal parmi les autres. Et donc on filtre la réalité. Il y a plein de filtres et je pourrais vous faire plein d'autres vidéos sur comment fonctionnent les perceptions, mais j'ai choisi un des filtres qui me passionne le plus, le filtre des valeurs. On filtre la réalité à travers nos valeurs. Certains accordent de l'importance à la famille, d'autres à leur carrière, d'autres à leur spiritualité, d'autres à leurs relations. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple. On imagine qu'on a deux personnes qui ont une forte valeur famille et on leur offre à tous les deux l'opportunité de s'offrir un voyage. On a notre première personne, nous allons l'appeler Marco. On lui propose un voyage et on lui décrit les paysages incroyables et magnifiques, l'eau cristalline, les montagnes flamboyantes, les bâtiments exceptionnels qu'il va découvrir. Et on a une autre personne à qui on décrit le même voyage, mais on lui propose de visualiser les souvenirs mémorables qu'il va créer avec sa famille. Cette photo qu'il va pouvoir prendre avec son fils, qui vont pouvoir se rappeler pendant des années, ces moments de connexion, ces moments d'aventure avec son mari, avec sa femme. C'est le même voyage. C'est exactement le même programme. C'est exactement la même date. Mais à votre avis, est-ce que ça a de la même valeur aux yeux de Marco et Rodrigo, ce même voyage? La réponse est non. La valeur réelle du voyage n'a pas changé, mais la valeur perçue du voyage a changé. Et donc, la valeur perçue, c'est la valeur donnée fois la valeur filtrée par nos valeurs. Posons-nous là-dessus. Bref, là, du coup, mon jeu, ça devient pas seulement résoudre des problèmes, ça devient une nouvelle question qui est comment je montre que ce que je propose résonne avec les valeurs de l'autre. Ça demande du coup de savoir qu'est-ce qui est important pour l'autre et de le formuler comme on a vu avec l'exemple. Donc pour devenir riche, il faut apporter de la valeur en résolvant les problèmes douloureux, rapidement, avec un taux de réussite élevé, mais aussi en aidant les gens à voir les avantages de votre solution à travers leurs valeurs. Si la personne valorise les relations, comment votre solution va permettre plus de relations? Et si vos clients valorisent leur carrière, comment ça va permettre d'augmenter leur carrière? Si vos clients valorisent leur statut social, comment ça va leur permettre d'augmenter le statut social? Et dans une même solution, une tasse, elle peut avoir un bénéfice réel, immédiat, le fait de pouvoir boire, et elle peut avoir tout un tas de bénéfices, comme le statut qu'elle peut m'apporter, l'unicité de la tasse et donc me différencier des autres personnes, m'apporter une histoire à raconter, pouvoir trinquer avec mes amis. Cette même tasse, elle peut avoir 1000 déclinaisons possibles en fonction de l'audience à qui je m'adresse. Et si d'un coup je vends plus une tasse, mais je vends l'opportunité de trinquer de manière fun avec mes amis, les gens pour qui leur relation amicale est importante, ils vont avoir une image mentale qui est différente. Et donc, même si ma tasse n'a pas changé, la valeur de ma tasse perçue, elle a augmenté. Donc rappelle-toi que pour qu'une solution soit perçue comme précieuse, on veut bien la présenter. Comme un gâteau, même s'il est délicieux, personne n'y touchera s'il a l'air d'avoir été écrasé par un camion. Beaucoup de gens pensent, on l'a vu en introduction, que gagner de l'argent ça revient à arnaquer les autres. Et effectivement, tu vois des gens vendre de la merde et s'enrichir. Ça pourrait faire penser que la clé, c'est de vendre un produit de merde, un service de merde à des gens crédules. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle parce que l'humanité est bien foutue. Beaucoup de gens pensent que pour gagner de l'argent, ça revient à les manipuler pour qu'ils achètent. Effectivement, je peux être tellement bon dans ma manière de montrer la valeur de quelque chose qu'à partir de pas grand chose, la personne va y voir une valeur exceptionnelle. Mais si on est trop centré sur nous-mêmes, on est trop narcissique et qu'on essaye d'extraire plus de valeur que nous n'en fournissons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le désir de poursuivre la relation s'éteint. La personne elle n'aura pas envie de continuer de racheter, ma réputation va se détériorer et plus de personnes vont douter avant de s'engager avec moi. Et on perd la première chose qui compte le plus autour de l'argent, parce que l'argent repose sur une variable qui, quand cette variable est détruite, votre capacité à gagner de l'argent est détruite, cette variable c'est là, attention, la confiance. La confiance qu'ont les autres en vous-même. Et vous perdez un autre type de confiance qui est la confiance que vous avez en vous-même.
Et donc quand on gagne de l'argent, qu'on ne pense pas consciemment ou inconsciemment réellement mériter, eh ben on finit toujours par payer quand même un prix. Parce que tu ne peux pas battre l'univers. Que ce soit en mathématiques, en physique, en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée. Tu ne peux pas gagner sans perdre, perdre sans gagner, et tu ne peux pas obtenir sans payer un prix. Donc les gens qui pensent pouvoir vendre un produit de merde, un service de merde à grande échelle et s'enrichir, payent un prix. Quel prix ils payent? Ils vont payer un prix psychologique. Parce qu'à chaque fois que tu gagnes de l'argent, que tu sais que consciemment t'as pas donné à la hauteur de ce que tu as reçu, tu vas avoir tendance à payer le prix dans des jeux d'argent, au casino, dans la prostitution, dans des dépenses compulsives, dans des addictions, dans des investissements qui sont douteux et pas stratégiques. Et tu vas tendre avec le temps à perdre tout l'argent que tu as gagné, que tu ne penses ne pas mériter. Tu vas tendre à te rendre malade, parfois même physiquement, et revenir au point zéro. Parce qu'on veut se débarrasser de l'argent qu'on pense ne pas mériter. En plus de ça, tu sacrifies ta crédibilité, ta notoriété. Et comme dit Warren Buffett, ça prend des années à construire une notoriété et ça prend très peu de temps à la détruire. Et donc à chaque fois qu'on est un peu trop narcissique et qu'on pense un peu trop à soi, le marché répond par nous acheter un peu moins, par plus d'insatisfaction. C'est dans notre intérêt de faire en sorte que les personnes avec qui on interagit ou on fait du business ou notre employeur aient la perception d'avoir reçu de la valeur. Encore une fois, c'est un jeu complexe parce que parfois la valeur réelle, elle est là, mais la personne ne la voit pas, ne la mesure pas, ne se rend pas compte de l'effort qui a été fourni pour apporter de la valeur jusqu'ici et se concentre sur les 1% qui lui vont pas. Effectivement, ça m'attriste toujours quand je vois sur Amazon des livres qui ont été votés 1 étoile. Le livre, il est incroyable, c'est 10 ans de travail de l'auteur et la personne met 1 étoile parce qu'il y a une page qui a été cornée par Amazon. C'est chaud quand même. Alors ça veut pas dire qu'on doit répondre à toutes les insatisfactions de nos clients parce qu'un client, c'est comme un enfant. Un enfant, il peut râler que sa maman lui donne pas une glace parce qu'il se rend pas compte que sa mère lui donne pas sa glace pour lui rendre service. Le point ici, c'est de bien comprendre que si tu veux gagner de l'argent à long terme, tu as besoin de gagner de l'argent d'une manière qui fait que toi tu te sens à l'aise. À l'inverse, ce qui est fascinant, quand tu gagnes de l'argent qui est bien gagné, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir tendance à l'épargner. Tu vas l'utiliser pour construire ton futur et sécuriser ton présent. Tu vas avoir tendance à l'investir dans des projets importants qui te rapprochent de tes objectifs. Tu vas avoir tendance à le réinvestir dans l'épanouissement perso ou la croissance de ton entreprise. Donc l'argent du coup devient plus simplement une source de débauche et de libération pour combler un vide. À l'inverse, t'es rempli non pas par l'argent que tu gagnes, t'es rempli par le service que t'apportes. Et vu que t'es déjà plein, l'argent devient une source d'épanouissement et non une source d'évasion. Elle devient une source d'augmentation. C'est super important d'être tout le temps à l'écoute de ton marché pour savoir quand est-ce que tu es trop altruiste. Trop altruiste, ça veut dire que tu penses trop aux gens. Tu penses trop aux gens, donc tu mets ton prix trop bas, tu te vends pas assez cher, tu limites pas assez ton offre. Et le problème de ça, c'est qu'en voulant être quelqu'un de bien, quand tu es trop altruiste, tu gagnes pas assez d'argent pour pouvoir investir en technologie, en formation et pouvoir apporter plus de valeur. Tu es trop centré sur satisfaire le client à court terme. Et ça, c'est un truc sur lequel j'insiste en permanence avec l'équipe. Satisfaire nos clients, c'est avoir en tête de faire une différence vis-à-vis de la vision. Parce que sinon, naturellement, c'est ce que je leur dis. Si on demande à nos clients à quel prix vous aimeriez payer tel programme, ils vont dire gratuitement. Mais c'est pas servir la vision et nos clients que de faire nos programmes gratuitement. Parce que si les programmes sont gratuits, on peut plus recruter d'équipe. Si on peut plus recruter d'équipe, on n'a plus de recherche, on n'a plus de développeurs, on n'a plus de matériel, on n'a plus d'ingénierie pédagogique. Donc est-ce que tu vois que tu as besoin d'un bon équilibre entre narcissisme et altruisme? Tu as besoin d'être suffisamment narcissique pour penser à toi et générer de l'argent pour avoir davantage de ressources pour être suffisamment altruiste. Tu as besoin de ne pas être trop altruiste, sinon tu vas pas avoir assez de ressources. Et tu as besoin de ne pas être trop narcissique, sinon tu penses qu'à toi et tu penses pas à tes clients. Donc rappelle-toi que pour qu'une relation soit durable, un échange équitable doit être maintenu. C'est un peu comme dans un couple, s'il y en a un qui fait toujours la vaisselle et l'autre mange toujours les cookies, ça risque de pas durer longtemps.